Bonjour. Déjà, merci Eva de m'avoir invitée. Je crois que je suis un peu impressionnée parce que c'est une belle salle et c'est la première fois que je parle debout comme ça devant un micro. Donc, voilà. Donc, ma présentation ici revient sur mes recherches que j'ai fait dans le cadre doctoral et que j'ai poursuivi ensuite par différentes petites recherches derrière. Elle s'intitule « Musulman », un mot que j'ai mis aussi au féminin et au pluriel pour montrer que la figure du musulman, la figure de la musulmane et la figure des musulmans en tant que collectif ne relèvent pas forcément des mêmes représentations en France. Mon travail s'intéresse principalement aux catégorisations. Et il est parti donc d'un mot où j'ai cherché à comprendre sa signification, mais sa signification sociale. Donc, ma question de départ était bien sûr, mais de quoi on parle quand on parle des musulmans? De qui on parle? Ma recherche part donc d'un seul mot pour multiplier plusieurs perspectives sur la signification du terme musulman en français et aujourd'hui, mais aussi en reprenant, je vais vous en parler dans une première partie, toute une évolution historique, et s'intéresse principalement à ce qu'on appelle l'autocatégorisation, c'est-à-dire la manière dont les musulmans, musulmanes se définissent eux-mêmes en tant que musulmans et musulmanes. Bien sûr, ça considère aussi l'hétérocatégorisation, puisque c'est très en lien aussi avec la définition de ce que disent les autres, de ce que je dis de moi. Donc, que signifie être musulman, musulmane aujourd'hui en France? Je suis partie donc d'un premier constat de départ sur les statistiques et j'ai vu que plusieurs expressions étaient possibles et on en a déjà depuis ce matin évoqué, et nous l'avons déjà évoqué, être de religion musulmane, être de culture musulmane, être d'origine musulmane. Je me suis demandé si cette distinction qui existait au niveau statistique, elle prenait du sens chez les personnes qui se catégorisaient elles-mêmes de musulmanes. Et si à chaque fois c'est le même terme qui est utilisé, qui est le terme de musulman, dans chacune des trois expressions, la signification du mot n'est pourtant pas identique, voire même elle peut s'opposer. Par exemple, un individu peut se présenter d'origine musulmane et de culture musulmane tout en disant « mais je ne suis pas de religion musulmane », ou inversement, le cas des convertis à l'islam est significatif de cet agencement, dire « je suis de religion musulmane mais pas d'origine musulmane ». À chaque fois, c'est le même mot qui est utilisé et ce mot porte des sens différents. D'ailleurs, il s'agirait aussi, et je pense que c'est le sujet de cette journée, de s'intéresser à la signification qu'on donne au mot « culture » ou au mot « origine », voire même, vu les échanges qu'on a eus ce matin avec Abdelnour Bidar, au mot même de « religion ». Donc, comment donner un sens figé à un mot qui, dans la réalité, peut prendre des sens opposés? Pour l'un, il ne connote pas une appartenance religieuse, pour l'autre, il est seulement une appartenance religieuse. On a un même mot et on a deux sens opposés. L'ambition donc de mes recherches était de découvrir, d'aller chercher la frontière de l'identité. À quel moment un individu se considère-t-il ou est-il considéré comme musulman en France? Mais je ne souhaitais pas déshistoriciser mon propos. C'est pour ça qu'il était nécessaire donc que ma première approche relève de ce que mon directeur, c'est un terme de mon directeur de recherche, on appelle la socio-sémantique historique, qui est donc Stéphane Dufoy, mon ancien directeur de thèse. Je ne cherchais pas une définition vraie de musulman, ni à faire une recherche étymologique, mais plutôt à faire une forme de généalogie du concept. Pour ça, j'ai mis l'accent sur trois dimensions dans ma première partie de recherche, qui est une partie de socio-sémantique historique. L'historicité du mot, l'analyse des changements de signification, à quel moment le sens change, et la formulation d'hypothèses
sur les conditions de possibilité de ces changements, pourquoi ça change, et une étude sur les conditions de possibilité de signification nouvelle, soit le mot change, soit le sens change, soit les deux. Mais cette démarche ne constituait qu'une première approche qui me permettait de ne pas déshistoriciser mon propos, car mon objectif est contemporain et sociologique, dans le sens où lorsque je questionne l'identité de soi, en tant que musulman, chez les personnes qui se catégorisent elles-mêmes en tant que musulmans et musulmanes, j'allais aussi chercher la place de la construction historique dans les catégorisations de soi, en analysant les narrations de soi, c'est-à-dire les récits que les gens donnent d'eux-mêmes et de leur histoire. Donc j'ai fait principalement une enquête par entretien qui durait aussi plusieurs heures, environ 70, quelques questionnaires et de l'observation aussi. Je présente rapidement quelques points d'ancrage de la sociosémantique historique, parce que ce n'est pas tellement le propos ici, mais ça permet d'ancrer le point de vue contemporain. Mon premier constat de sociosémantique historique est qu'il existe des difficultés pour traduire, d'un point de vue littéral, c'est-à-dire dans sa signification, le terme musulman, qui est le terme donc arabe et coranique, qui est aujourd'hui traduit par musulman en français. Mais ce mot musulman n'a pas toujours existé. Il n'y a donc pas eu de traduction littérale. On aurait pu dire, si je prends un peu Jacques Berg, celui qui se soumet, celui qui s'en remet, etc. Il y a sûrement des gens plus connaissants dans cette salle, s'ils ont des traductions, proposez-les. Donc il n'y a pas eu de traduction littérale. Deuxième constat, il n'y a pas eu de translittération, comme ça a été le cas pour islam, c'est-à-dire on prend un mot dans une langue, hop, on le passe dans l'autre langue, ça change un peu de sens, mais on utilise le mot de la langue. Comme c'est le cas pour d'autres mots qui rentrent dans le dictionnaire, je pense au mot hijab par exemple, avec une signification qui change en français. Donc il n'y a pas eu de translittération, pourquoi ? Je prends l'exemple de deux traductions du Coran. Une traduction de Jacques Berg, qui est la traduction du verset où justement Dieu nomme le groupe musulman. Donc c'est lui qui jadis vous a nommé ceux qui se soumettent. Donc là, on voit que dans cette traduction, après j'aurais pu continuer, dans cette traduction du verset 77-78, sourate 22, musulman n'apparaît pas, on a fait une traduction littérale. À cette lecture, bon, si on n'est pas connaissant que ça vient du Coran, acquittez la purification, élevez la prière, faites de Dieu votre rempart, on n'a pas forcément d'indice, c'est pas évident de l'affilier à l'islam. Si je prends la même traduction du même verset par un autre traducteur, qui est Shadmi, lui il écrit donc, qui est la religion de votre père Abraham, lequel vous a lui-même déjà nommé, entre guillemets, les musulmans, nom que vous portez encore dans ce Coran, etc. Acquittez la salat, acquittez-vous de la zakat, etc. Donc, on voit bien que cette traduction est complètement différente de la première. Dans cette traduction, l'auteur met, entre guillemets, le mot musulman, comme s'il avait un peu conscience que ce n'était pas totalement la traduction qu'il fallait faire, et il utilise des termes arabes qu'il met dans la langue française avec des déterminants français, la zakat, la salat, etc. Donc, premier constat sociosémantique historique, pourquoi ça n'a pas été traduit alors que ça l'est en allemand, en anglais, en chinois, pourquoi ça n'a pas été translittéré ou traduit, comment le mot est-il arrivé dans notre langue. Deuxième constat sociosémantique historique, le mot musulman apparaît au XVIe siècle en français. Il muslim émerge dans la péninsule arabique au VIIe siècle, voire même existait-il avant, puisqu'il a été compris, ça, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Donc pourquoi ces siècles ? Qu'est-ce qui se passe pendant ce siècle ? Bien sûr, il y a bien d'autres mots qui sont venus nommer le groupe. Vous connaissez bien les Sarrasins, les Maures, les Ottomans, les Mahométans, etc. On a tout un tas de champs lexicaux comme ça qui viennent nommer le groupe. Donc j'essaie de comprendre pourquoi ces signifiants ont émergé et qu'est-ce qu'ils signifiaient. Autre élément, constat sociosémantique historique, ces signifiants relevaient surtout d'étiquettes ethnico-raciales. Tout ce champ lexical ne vient pas forcément nommer qu'une réalité religieuse. Il ne dit pas que le religieux. Et parfois, il ne dit pas du tout le religieux. Je pense par exemple à la colonisation, où on faisait une différence entre être mahométan et être musulman, où l'origine musulmane est aussi opposée à l'origine européenne.
Donc, il vient nommer une altérité religieuse d'un point de vue large, voire civilisationnel, surtout étrangère. Et il s'associe souvent à une origine, et souvent étrangère, en tout cas qui est présentée comme différente du nous. La traduction de Muslim reste donc en questionnement. Certains textes montrent par exemple que sa traduction, elle n'est pas seulement inexistante, elle est aussi inentendable. On trouve, mais comment Adam peut-il être musulman si Mahomet est le premier des Sarrasins? Donc c'est très compliqué de percevoir la réalité religieuse avec ce terme. On va assister donc à un fourmillement sémantique qui va se stabiliser quand même beaucoup à la période coloniale, et c'est mon troisième constat de socio-sémantique historique. Donc mon troisième constat, c'est que musulman va surtout prendre dans la réalité coloniale comme une signification ethnico-racisée, mais surtout une signification juridique dans le cadre colonial qui différencie donc origine européenne, origine musulmane. La singularité aussi, c'est qu'il devient un endonyme, c'est-à-dire de plus en plus de gens se qualifient eux-mêmes de musulmans en utilisant, je vous parle du terme musulman, en français. Et je ne vais pas plus loin sur la socio-sémantique historique, l'idée en tout cas, c'est de dire que le mot qui est mobilisé pour se nommer, par mes enquêtés, n'arrive pas vierge et pas neutre, et qu'il a une portée symbolique, une portée historique qu'il faut aussi considérer pour comprendre les narrations de soi. On peut quand même en déduire quelque chose d'assez commun dans ce trajet du mot, c'est que le mot n'a pas été construit comme une catégorie uniquement religieuse. Donc qu'en est-il aujourd'hui ? À partir des entretiens que j'ai faits et de mon terrain, j'ai essayé de développer des modèles, des idéotypes, des modèles de catégorisation, différents usages du terme musulman aujourd'hui en France. Je vous parle de signification sociale. Donc, j'ai posé des questions par le biais d'entretiens. À quel moment vous vous êtes senti musulman? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quelle est la place dans l'éducation, dans votre éducation, l'éducation de vos enfants, vos parents, les symboles de l'identification, les manières dont on vous a catégorisé, dont vous êtes catégorisé par rapport aux autres. Voilà, vraiment la narration de soi. Et à partir de ce travail d'enquête, j'ai donc mis en place 3 modèles d'identification de soi aujourd'hui en France, qui ne sont bien sûr que des idéotypes, c'est-à-dire que dans un seul discours, on peut voir apparaître dans une même narration de soi ces 3 modèles. C'est vraiment juste pour faciliter la compréhension sociologique du sens. Le premier modèle d'identification, c'est que musulman est vécu comme une catégorie ethnico-culturelle. Il relève principalement donc d'un processus d'identification et de catégorisation qui relève plutôt de ce qu'on appelle l'ethnicisation. C'est-à-dire qu'il va se créer des connexions entre une appartenance ethnicisée et une autre religieuse, quelle que soit la religiosité des individus concernés. Ça va être plutôt des traits culturels qui vont être mis en avant et qui vont fonder l'identité. Des traits physiques, le territoire, la naissance, la langue, la conscience de faire partie d'un groupe, les représentations sur l'origine, la coutume, etc., etc. Les traits physiques, la religion partagée. Avec ce premier modèle d'identification, être musulman relève donc d'une appartenance à un nous qui est davantage ethnicisé que religieux. Les individus se disent musulmans par rapport à un héritage familial, une hérédité, et ils se présentent parfois, mais parfois pas, avec un lien délié à l'islam. Certains vont même se qualifier d'athées. Ils vont dire qu'ils sont des musulmans athées. L'identification, ils sont non-croyants, ou ils sont de culture musulmane non-croyants, mais c'est très important pour eux de garder cette identification de musulmans. Parfois, toutes les significations sont imbriquées. C'est une origine, c'est un héritage, c'est une culture, c'est une religion, etc. C'est pourquoi nous devons signaler l'importance de comprendre et d'appréhender le contexte social français, puisque musulman se présente aussi comme une identité historique qui se fonde sur une mémoire collective partagée. Par rapport à ce premier usage, je vais vous citer quelques extraits d'entretien. Donc, musulman, c'est dans l'ADN. On est musulman, on ne le devient pas. Quand tu nais dans une famille orientale ou arabe, tu nais musulman. Autre entretien.
En fait, toutes ces expressions-là, comme origine musulmane, viennent parce qu'on ne veut pas dire qu'on est des Français. Les gens refusent de nous appeler des Français et c'est tout. Et donc on est toujours d'origine musulmane, fils de l'immigration, beurre ou musulman, ce que vous voulez, et surtout quand on s'appelle Mohamed et qu'on a une tête d'arabe. Autre entretien. Je suis athée profondément. Je sais d'où vient mon athéisme, d'une expérience personnelle. Mais le mystère de la foi de ma mère, c'est dans mes racines et ça m'a été transmis. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je participe de ce mystère-là et de cette transmission à mon insu. Donc on voit bien ici que les personnes vont s'identifier en tant que musulmanes, pas forcément en le justifiant par rapport à une foi ou par rapport à une religion. Le deuxième modèle d'identification que je vous propose, je l'ai caractérisé d'historique, on pourrait même dire de politique, mais le politique est partout, dans tous les modèles. Donc contrairement au modèle précédent, le deuxième modèle ne peut pas uniquement être appréhendé comme un nous ethnicisé, ethnoculturel, voire ethnico-religieux. Ce second type de catégorisation considère une identification davantage acquise par l'histoire. Être musulman et musulmane, c'est un passé commun, ce qui rapproche d'ailleurs de la construction de l'identité juive en France. Mais dans ce cas, il ne s'agit plus seulement d'une culture, d'une origine ou d'une religion. L'identité musulmane, elle devient une condition sociale dans le sens où l'individu est musulman et se dit musulman parce qu'il est dit musulman par autrui, par les médias, par l'histoire, par le champ politique, par le champ académique, par d'autres personnes. Il s'agit donc d'une forme d'assignation à une identité du fait de l'histoire, mais qui doit aussi considérer les rapports sociaux, ce qu'on pourrait nommer d'identité en situation, en reprenant Sartre. Dans ce cas, peu importe la foi, peu importe la définition de soi, peu importe les traditions familiales, peu importe les traditions culturelles, l'espace de signification est autre. L'identité relève d'un héritage historique qui va déterminer une place sociale aujourd'hui au présent. Les individus peuvent alors faire l'expérience d'une dissonance entre le fait d'être catégorisés de musulmans sans pour autant s'y affilier eux-mêmes, ou le processus inverse d'être catégorisés de non-musulmans en s'y affiliant pourtant eux-mêmes. Donc au-delà des processus d'ethnicisation, cette identité historique relève aussi de l'action des processus de racialisation. Je vous cite quelques extraits d'entretien. Être musulman, c'est comme être juif, c'est devenu un destin et pas une confession. Musulman, c'est une manière de regrouper une majorité d'indigènes noirs et arabes. Le musulman religieux, ça n'intéresse pas. Autre entretien. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'à un moment donné, j'allais me revendiquer de cet imaginaire-là. Je suis désolée, mais jamais de ma vie. Je peux dire, je suis étudiant, je suis sociologue, je suis un militant, un syndicaliste, un Algérien, un Arabe, mais j'avais jamais dit un musulman. Mais ça a changé maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu constitutif politiquement. Voilà pour ce deuxième modèle. Le troisième modèle d'identification, je l'ai défini comme exclusivement religieux et il est à mon sens assez contemporain. Il est aussi quelque part déterminant un peu de ce qui se passait aujourd'hui dans ce colloque. Donc l'individu va se décrire musulman uniquement par choix et par croyance en Dieu, et parce qu'il ou elle pratique l'islam, que ce soit de manière traditionnelle ou non. Être musulman, musulmane, c'est croire en Dieu, c'est pratiquer l'islam d'une manière normative ou pas, quelle que soit l'origine, ethnico-culturelle, nationale, quelle que soit la condition sociale. C'est être quelque part musulman, si je reviens à la traduction coranique que je vous proposais au début. Le retour de cette traduction littérale d'ailleurs, qui est réinvestie par certains enquêtés, est très intéressante. Contrairement donc au premier modèle d'identification, ce n'est plus ni l'hérédité, ni l'ascendance, ni l'origine qui vont fonder le socle de l'identification en tant que musulman, mais parfois c'est même la distanciation avec ça, et ça regroupe un peu ce que présentait la collègue avant moi. Ce constat, donc,
de distancer l'hérédité familiale du choix religieux est très singulier, il me semble contemporain et spécifique aux pays sécularisés. Les musulmans vont donc reproduire, qui rentrent dans cette signification, reproduire une séparation entre ce qui est de l'ordre de ma religion, de la nationalité et de la culture. Si les différentes identités s'additionnent et s'imbriquent, parfois elles s'opposent et ne s'amalgament pas. Chez les enquêtés, il est par exemple remis en question le fait d'être de culture musulmane ou d'origine musulmane, expressions qui ne prennent plus sens. Donc je vous lis aussi quelques extraits. Le musulman est tout sauf autosuffisant, quelqu'un qui est soumis à quelque chose qui le dépasse et qui est toujours en train de s'interroger et de marcher. Pour moi, quand on est musulman, ça veut dire musulman, c'est l'Abraham du Coran. Autre entretien. Les musulmans n'ont pas une origine géographique particulière car l'islam est doté d'une plasticité extraordinaire qui lui permet d'épouser son environnement humain partout où il s'implante. Il me reprend. Je pense que vous voulez dire origine des Arabes, ce qui n'est pas pareil. Attention, les Arabes sont minoritaires dans la population musulmane. Autre entretien. Ethniquement, je suis d'origine arabe algérienne, de culture. J'ai un héritage qui me vient de mes parents d'algérianité. Mais je ne suis pas de culture musulmane ou d'origine musulmane. Donc on voit bien que c'est compliqué quand même aussi pour les individus de se situer. Ce troisième modèle d'identification passe par l'action des processus de confessionnalisation de l'islam et de l'identification musulmane qui est, à mon sens, un phénomène très récent et inédit en France. Ce fait est déterminant car il influence aussi les représentations sur la culture qui vont souvent être liées à l'identité ethnico-nationale, des représentations sur la religion qui vont s'universaliser, être décrites dans du spirituel et voire même devenir un socle d'émancipation. En fait, on observe de nouvelles formes de sécularisation du religieux dont l'islam n'est pas exempt. En différenciant l'appartenance religieuse de l'appartenance nationale et culturelle, les fidèles procèdent à une forme de désethnicisation de l'islam, puisqu'il universalise la sorte de l'appartenance culturelle, mais aussi à une forme d'ethnicisation de la culture. Par ce biais, les individus vont réinvestir le concept de culture sous l'angle ethnicisé du folklore du territoire, culture arabe, arabo-berbère, française, corse, sénégalaise, etc., musulmans restent vécus comme de l'exclusif religieux, uniquement de la confession. Dans ce troisième usage, et par rapport à une récente enquête auquel j'ai participé sur la pratique de l'islam dans les champs professionnels, dirigée par Boshra Karmati et financée par le BCC, on a pu observer justement que dans cet engagement confessionnel de l'identité de soi en tant que musulman, émerge donc la notion d'éthique islamique qui va donc se manifester dans des choix professionnels, dans différents types d'engagement. Il reste à voir qu'est-ce qu'on entend par éthique islamique et comment elle se définit en France. Voilà donc, chaque modèle possède ses propres singularités et enjeux, des enjeux d'émancipation, de reconnaissance, différents rapports sociaux et, une narration de soi peut contenir plusieurs modèles et plusieurs significations données au sens musulman. Je ne sais pas si j'ai dépassé beaucoup. Merci.